Bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Ici Magali Lagumaltais, de retour au micro cette semaine en compagnie, encore une fois, de fabuleux collaborateurs. Il y a tout d'abord Edith Champagne qui vient nous parler des réfugiés du front oriental durant la Première Guerre mondiale. Bonjour Edith. Bonjour. Ensuite, il y a David Girard qui revient sur l'arrivée des premiers tramways à Montréal qui étaient tirés par des chevaux. Ah bon, oui, ben oui. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Amélie Roy-Bergeron vient nous faire le portrait des fameuses Shop Angus. Bonjour Amélie. Bonjour. On a aussi David en studio. Qui c'est que j'ai dit là? Grave erreur. Oui, c'est ça. C'est mon double. Présentez-vous vous-même. My name is Cassandre. Ouais. Je suis Antoine. Voilà. Alors, c'est nos deux amis aussi en studio. Et, le dernier, mais non le moindre, c'est Gabriel Thériault qui est pour une première fois en solo à la régie. Salut, Gab. Salut. Bonne chance. Bonne chance. Ah oui, en ce vendredi 13, en rien de moins. Exactement. Essayez de ne pas mourir. Donc, tu es donc le responsable du traditionnel fait historique. Donc, qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine, Gabriel? Ben ouais, justement, en fait, je voulais pas parler de vendredi 13 parce que j'avais peur que ça me porte malchance. Fait qu'en fait, je vais vous parler d'un événement qui va se passer dans une semaine. En fait, c'est le jour de la Terre, parce que je pense qu'on commence à avoir hâte au printemps, qui commence à prendre du temps à montrer son nez. Puis en fait, une des célébrations internationales qui se déroule au printemps, évidemment, c'est le Earth Day aux États-Unis, puis maintenant au Québec depuis 1995. Donc, en cette époque aujourd'hui où les pipelines et la transition énergétique se font compétition au bureau de nos premiers ministres, en fait, je considère important que ça vaudrait la peine de parler de cette révolution sociale qui a amené au Earth Day. En fait, le Jour de la Terre, c'est en quelque sorte le point culminant des manifestations sociales pour la protection de l'environnement aux États-Unis. Donc, dans les années 1960, c'est un climat de diverses contestations, mobilisation civile, la prise d'une conscience environnementale aussi qui fait son apparition, qui se mêle à tous ces mouvements contestataires. En fait, cette prise de conscience environnementale est provoquée, entre autres, par l'opposition populaire contre l'utilisation du DDT, donc qui est un puissant pesticide qui porte des risques importants sur la santé humaine, notamment au niveau de la fertilité. Donc, c'est quand même assez grave. Donc, il y a aussi des protestations vis-à-vis des technologies nucléaires qui sont utilisées comme armes de menace pendant la guerre froide à son paroxysme à cette époque. Donc, c'est l'ensemble de ces préoccupations qui a mené l'activiste écologiste John McConnell, à proposer à l'UNESCO une fête pour célébrer la biodiversité, l'environnement et la paix dans le monde. Donc, c'est en 1970 que la fête fut célébrée pour la première fois. Donc, le choix du 22 avril contient son lot de significations. Premièrement, c'est la journée de naissance du conservationniste John Muir, principalement connu pour être le père fondateur des parcs nationaux aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Puis en plus, la fête ne chevauche pas des fêtes religieuses et correspond aussi à la fin des sessions dans les campus universitaires. Donc les étudiants, vous êtes au rendez-vous à venir participer à cette fête. Merci. Wow, mon Dieu, merci Gabriel, ça fait changement un peu des meurtres. On est ouais, ça brasse un peu moins en fait. C'est ça. Mais parfait, chacun, c'est le fait historique. Sont à sa manière. Chacun sa personnalité. Exactement. Donc, sans plus tarder, je vais faire place à Edith et à sa chronique sur les réfugiés de la Première Guerre mondiale. Oui, sur le front Est, particulièrement. Oui. Précisément, je veux dire. Donc, si vous êtes habitué de l'émission, vous savez déjà que dès le début de la Première Guerre mondiale, avec l'invasion de la Belgique par l'Allemagne, environ 600 000 Belges quittent leur pays pour trouver refuge en Grande-Bretagne, en France et en Hollande. Ça nous dit vaguement quelque chose, ça, hein? Quand même. Mais ce mouvement de population causé par la guerre n'est pas unique au front occidental. En effet, l'avancée allemande vers l'Est crée également un énorme mouvement de population, notamment en Pologne et aux Pays-Baltes. Ceci se produit également lors de l'invasion de la Serbie par la Bulgarie et l'Autriche, ce qui occasionne d'ailleurs un désastre humanitaire dans ce cas-ci, alors qu'on estime qu'environ 140 000 Serbes sont décédés en prenant la route de l'exil vers l'Albanie. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est quand même un pays pas très grand, donc non, c'est pas rien. Aujourd'hui, je vous propose donc de parcourir rapidement l'histoire des réfugiés de la Première Guerre mondiale, mais du front oriental. Vous verrez que l'expérience et le contexte de cet exil-là sont très différents entre l'Ouest et l'Est. On voit que la géographie de l'Empire russe joue pour beaucoup dans cette expérience, alors qu'elle est très étendue, de la Pologne jusqu'à l'extrême est du continent, ce qui implique nécessairement que c'est un territoire vraiment multiethnique. Puis justement, est-ce que c'est comme une guerre de tranchées plus comme à l'Ouest ou c'est comme différent sur le front
le front Est? En fait, c'est très différent. Sur le front Est, c'est beaucoup plus mobile. L'image qu'on a de la Première Guerre mondiale qui est statique, c'est vraiment tiré du front de l'Ouest avec les tranchées, mais c'est très différent du côté Est. D'où, c'est ça, la grande, comme une grande population qui va se trouver réfugiée, dans le fond. Oui, exactement, qui se mélange. Puis déjà, le territoire est tellement grand. Puis justement, je vais aborder en premier l'exil en tant que tel. Donc, quelles sont les raisons qui poussent les gens à l'exil sur le front Est? Est-ce que c'est les mêmes que à l'Ouest? Ben, comme à l'Ouest, il y a des rumeurs sur l'inconduite de l'armée allemande envers les civils. Mais contrairement à ce qu'on voit à l'Ouest, la fuite n'est pas majoritairement au résultat de la peur qu'on a envers l'ennemi. Il y a aussi l'armée russe qui évince des civils de leur maison et qui applique la politique de la terre brûlée. Oh, c'est pratique. Oui, c'est très pratique. Les maisons sont donc rasées et les habitants sont contraints de bouger. T'as plus le choix, t'as plus rien. Mais ils bougent puis ils s'en vont en Russie. Oui, parce qu'en fait, tu peux pas aller de l'autre côté, t'as les combats. Ah, mon Dieu. C'est ça. Donc, t'as le choix. Soit que tu rentres dans les soldats ou tu rentres dans l'Empire. La plupart choisissent l'Empire. OK. Donc, les Juifs étaient plus victimes de cette politique-là de la terre brûlée, mais elle affecte également les Polonais, les fermiers des Pays-Baltes aussi, ainsi que les Allemands qui ont des fermes en Russie depuis des générations. Depuis, la violence et le pillage se font sous l'œil des autorités russes, tellement qu'un dignitaire de l'Empire mentionne qu'il y a moins de réfugiés volontaires, entre guillemets, que de personnes qui ont été forcées de quitter leur demeure à cause de la politique de la terre brûlée de l'armée. Oups. Donc, oui. Donc, au départ, on fait vraiment une distinction entre ceux qui sont de vrais réfugiés, entre guillemets, et les déplacements forcés causés par l'armée. Mais cette distinction-là va disparaître rapidement parce qu'on veut pas mettre l'emphase sur le rôle de l'armée sur le déplacement de la population, qui augmente d'ailleurs au fil des semaines sans arrêt, là. Effectivement, le mouvement des civils dans l'Empire russe est vraiment énorme et atteint 3 millions de personnes juste en 1915. Encore le début de la guerre. C'est quand même beaucoup de monde. C'est énormément de monde. Puis, en 1917, quand la Russie quitte la guerre, on compte environ 7 millions de personnes déplacées dans l'Empire. Jusqu'à ce jour où tout d'un coup, 7 millions de personnes supplémentaires, ou c'était tout le long de la guerre, dans le fond? 7 millions, c'est ce qui s'est accumulé tout au long de la guerre. Oui, c'est ça. Quand ils quittent, on compte les 7 millions de personnes. C'est pas tout d'un coup. Non. Jour au lendemain, ce serait, oui, non. C'est incroyable. On voit donc déjà une grande différence dans les proportions des personnes réfugiées entre l'Est et l'Ouest. De plus, on voit que les réfugiés ils viennent majoritairement, en fait, de l'intérieur de l'Empire, à l'exception principale des Arméniens qui viennent de l'Empire ottoman. Eux, ils fuient en grand nombre vers la Russie aussi. On compte environ 100 000 réfugiés arméniens en décembre 14, donc au début des combats quasiment. Ceux qui sont restés en Turquie, par contre, après le mois de juillet 1915, on dit qu'ils ont été victimes du génocide arménien, ou bien ils ont été victimes en route en essayant de s'exiler en Russie ou ailleurs. Ils seraient morts en chemin, en fait. Donc, on constate déjà une des caractéristiques importantes en ce qui concerne la réalité de l'exil et de l'accueil des réfugiés dans l'Empire russe. C'est le caractère multiethnique des populations déplacées. Excusez, je déplace mon micro en même temps. Donc, voilà. Mais quelle est l'image que se font les contemporains de ces réfugiés-là? En fait, la fuite des civils est considérée comme étant un manque de courage. On accuse les réfugiés d'être des profiteurs opportunistes. Ben, coudonc. Ben oui, qui n'ont fait que fuir. Qui ont brûlé leur maison. Mais oui, bon, oui, il y en a beaucoup, c'est ça. Justement, c'est vrai que c'est contradictoire. C'est très drôle. Donc, on leur dit qu'ils ont fui devant le danger sans même essayer de résister. Donc, contrairement à ce qu'on empêche voit... donc l'armée rouge de brûler ta maison. Oui, avec ta fourche. Oui, c'est ça. Tes 3 poulets. Cette vision négative est renforcée aussi par l'idée que la présence des réfugiés fait augmenter le prix de la nourriture, des logements, en plus d'être une compétition déloyale sur le marché du travail. Mais ça, c'est une rhétorique qu'on entend, même encore aujourd'hui d'ailleurs. Plus ça change, plus c'est pareil. Exactement, c'est ça. Ça revient. Mais d'un autre côté, on voit également la compréhension puis l'aide venir de la population locale quand même. Un réfugié en Russie mentionne d'ailleurs que les rapports avec les résidents locaux sont quand même cordiaux, puis qu'ils comprennent quand même qu'ils ont souffert des horreurs de la guerre, puis qu'ils ont été obligés de se déplacer en fait. Mais on remarque aussi que les gens qui ont été témoins du mouvement de population ont beaucoup plus tendance à comprendre la situation difficile des réfugiés, alors que ceux qui se font une idée de l'exil à travers des médias de masse sont moins empathiques envers eux. Puis ça aussi, je pense que ça change pas vraiment. C'est pareil. Oui, c'est ça. Mais comment leur vient-on en aide et quelles sont les difficultés que pose l'accueil des réfugiés, surtout avec un nombre aussi important que ça? Donc, les défis reliés à l'exil sont vraiment immenses. D'abord, tous essayent de rassembler les familles dispersées par l'exil, alors que plusieurs enfants se retrouvent sans parents et vice-versa.
Les réfugiés recherchent également des conseils légaux à propos de leur statut, de l'information relativement à l'aide qu'ils peuvent recevoir. Mais on imagine bien que la situation est critique et que rien n'a été préparé dans ce sens-là puisque la guerre devait vraiment pas durer aussi longtemps. On voit aussi que la majorité d'entre eux souhaitent trouver un emploi. Les enfants veulent poursuivre leur scolarité. De plus, les réfugiés veulent se retrouver entre eux, comme pour recréer une communauté en exil. Tout ceci implique donc une importante logistique dans un contexte multiethnique, en plus d'être jumelé à la réalité de la guerre, qui est de plus on avance dans la guerre, plus c'est difficile pour la nourriture ou quoi que ce soit d'autre. D'autre part, l'aide envers les réfugiés comprend plus de défis à l'est qu'à l'ouest. J'en ai déjà parlé dans une chronique précédente. Les réfugiés belges en France et en Angleterre peuvent vraiment compter sur un élan de générosité extrêmement important. Mais la situation est plus difficile dans les pays moins développés économiquement, surtout si on prend en considération que les réfugiés sont démunis dès le départ quand ils arrivent. Comme par exemple en Autriche-Hongrie, les réfugiés juifs se retrouvent vraiment vite dans une situation de vulnérabilité alors que leurs ressources personnelles fondent vraiment à grande vitesse. Certains pourront bénéficier de l'aide des comités locaux, mais beaucoup seront transférés dans des camps de réfugiés où les conditions de vie sont vraiment exécrables et où les maladies infectieuses font bon nombre de victimes. Dans l'Empire russe, les réfugiés vivent aussi de grandes difficultés, alors qu'ils manquent de tout, que ce soit la nourriture, les vêtements, le logement, en plus des besoins sanitaires. Et la population aussi, en général, manquait énormément de tout. Exactement. Puis plus on avance dans la guerre, plus c'est compliqué. Donc, si le chiffre augmente en plus de réfugiés, plus on avance, plus c'est critique aussi. Donc, tout se joue en relié, en fait. Mais c'est ça, avec l'importance du nombre de réfugiés qu'on doit aider. Un phénomène intéressant apparaît, par contre, c'est la transformation des villes dans l'Empire. Plusieurs comités et associations offrent de l'aide pour la nourriture et les vêtements, mais l'urgence de la situation jumelée au nombre de réfugiés fait qu'on loge ces gens-là un peu partout où on peut, en fait. Donc, par exemple, dans les gares de train, dans les écoles, dans les usines désaffectées, dans les monastères, les synagogues, les théâtres, les cinémas, les cafés. Vraiment partout. Donc, vraiment partout, on n'a aucune place. Donc, on les met où on peut. Puis, on peut imaginer à quel point cette situation peut transformer les villes au sein de l'Empire, alors qu'au milieu de 1916, on estime qu'une personne sur 10 est un réfugié dans les plus grandes villes de Russie. Dans la ville de Samara, ils vont même jusqu'à représenter 30% de la population. Donc, c'est quand même énorme. Wow. Avec le conflit qui s'éternise, les différentes autorités municipales essayent d'envoyer les réfugiés ailleurs dans l'Empire. Surtout qu'avec le temps, loger et nourrir ces réfugiés devient un fardeau encore plus important. Puis les autorités ont même peur que les situations dégénèrent en émeute quand justement tout le monde manque de plus en plus de tout. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'impact que cet exil-là va avoir. Le plus grand impact, selon le spécialiste du sujet, l'historien Peter Gatrell, ce serait l'accélération de la conscience nationale, qui serait un des plus grands impacts. Je le mentionne de nouveau, l'Empire russe est composé de plusieurs nationalités, dont des Polonais, Ukrainiens, Tatars, Lettons, Lituaniens, Finlandais, Allemands, Géorgiens, Arméniens, etc. Je les nomme pas tout. Avec l'accueil des réfugiés de diverses nationalités, viendrait un processus de nationalisation. Là, je l'ai traduit mot pour mot, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est le développement d'une conscience nationale, autant chez les réfugiés que chez la population d'accueil. Qu'est-ce qui permet ce processus-là, en fait? C'est que, d'abord, la situation partagée de l'exil contribue au développement d'un sentiment collectif, national, de souffrance et de danger qu'on subit tous. Ensuite, l'importance du mouvement de population occasionne énormément de pression sur les organismes qui existaient déjà dans l'Empire. Ainsi, l'aide organisée nationalement est la bienvenue par les autorités de l'Empire, ce qui n'aurait pas été le cas dans une autre situation. Ce qui permet aux œuvres nationales de se démarquer. Par exemple, les Ukrainiens vont être aidés par des œuvres ukrainiennes, ainsi de suite. Ce qui a pour effet, effectivement, d'augmenter le sentiment d'appartenance à la nation. De plus, les groupes diasporiques préexistants, l'arrivée des réfugiés, peuvent être utilisés pour déployer cette aide-là, ce qui provoque la création de liens plus importants aussi entre la diaspora et la nation d'origine. Finalement, le contact avec d'autres nationalités met en évidence les multiples différences nationales, ce qui par le fait même met en évidence sa propre particularité. Donc, en opposition, on peut s'identifier beaucoup. Parce que c'était des populations qui n'étaient pas habituées de se côtoyer non plus. Exactement. L'Empire est immense. Puis déjà, côté transport, c'est moins développé que du côté de l'Ouest. Donc, on bouge beaucoup moins que ce qu'on fait à l'Ouest. Quand les réfugiés prennent la route, ils sont privés du lien serré qui existait dans leur communauté. Mais en même temps, l'exil
des îles offre une nouvelle opportunité d'identification collective qui se construit sur la sensation commune de perte et le besoin d'efforts collectifs pour retrouver ce qui a été perdu. Les diverses autorités nationales n'ont d'ailleurs pas tardé à mettre sur pied des écoles, des orphelinats ou encore des clubs sociaux avec les fonds des divers comités nationaux. Mais parmi tous ces réfugiés sur le territoire de l'Empire, faut pas oublier qu'il y a aussi des Russes. Comment se déroule l'exil interne pour eux? Ben, en fait, vers la fin de l'année 1915, début 1916, il y a un sentiment grandissant d'avoir été négligé. Ils estiment être désavantagés comparativement aux réfugiés non russes et disent que la fierté nationale devrait obliger une aide adéquate envers les réfugiés russes. Parce qu'en fait, ils ont pas une communauté, ils ont pas une diaspora pour les aider, C'est puis ils sont ça. dans leur propre pays. Exactement, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, plus on rentre au milieu de l'Empire, mais c'est des Russes qui sont là, c'est plus les autres nationalités. Donc oui, ils sont comme chez eux, entre guillemets, là. Oui, mais c'est pas ça. tout à fait, ouais. Oui, exactement, c'est ça. Puis, j'étais rendue... oui, c'est ça. Donc, on constate justement... Excuse-moi. C'est correct. Oui, c'est ça. Ils comparent aussi l'aide qu'ils reçoivent entre Russes, en fait, puis ils concluent souvent que leur communauté est pas autant impliquée que celle des autres pour aider leurs semblables. Mais en fait, on constate que, comme tu disais, les Russes, ils n'ont pas de diaspora pour les aider, contrairement aux autres réfugiés. Mais aussi, comment on fait pour différencier un réfugié russe d'un simple indigent russe, un itinérant russe? On pense que c'est seulement un pauvre russe, puis on le laisse là parce qu'on se dit il est pas réfugié, c'est un russe, tu sais. Mais c'est ça, mais il y en a qui le sont. Donc, la différence saute pas aux yeux, ni dans le physique ni dans la langue parce qu'ils parlent russe. C'est donc difficile de les aider puisqu'ils se fondent dans la population. Par contre, étant confronté à toutes ces nationalités-là diverses, comme je le disais, le sentiment identitaire russe grandit aussi autant que celui des réfugiés. En fait, on constate un processus d'identification par opposition, comme je le disais, puis la même chose du côté des réfugiés qui s'opèrent. Donc, en somme, ce que j'ai présenté permet de voir comment les réfugiés ainsi que les Russes définissaient leur identité. C'est une identité nationale, malgré le fait d'appartenir à un empire et d'être un sujet du tsar, en fait. Les réfugiés font partie de l'empire russe, mais ne se considèrent pas comme étant russes. On voit aussi une grande différence dans le contexte social entre le front Est et le front Ouest, où l'importance du caractère multiethnique est vraiment pas le même. Puis, l'histoire des réfugiés de l'empire russe est vraiment très complexe, justement, à cause de cette caractéristique multiethnique. Puis aussi que plus la guerre avance, plus c'est compliqué, mais c'est encore plus compliqué à l'Est, justement à cause du développement économique et tout ça qui est moins élevé que du côté Ouest. Puis j'imagine qu'avec le début de la Révolution, ça doit être triplement compliqué. En fait, oui, c'est ça. J'ai pas rentré là-dedans parce que on s'imagine bien que ça peut être très complexe. Oui. Mais oui, le contexte de guerre, eux, s'arrête pas en 1918 avec le traité. Là, ils sont retirés de la guerre, mais la guerre civile continue jusqu'en 1921. C'est ça. Donc oui, ça arrêtera pas le mouvement dans ce coin-là. Ouais. Bon, en tout cas, une situation vraiment, en tout cas, explosive, pour le moins. En tout cas, pour le moins. Et ben merci beaucoup, Edith. Ça fait plaisir. De nous avoir fait, en tout cas pour ma part, connaître cette situation vraiment méconnue de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Alors, avant de poursuivre, on va en musique. Au son de quoi exactement, Gabriel? On va y aller avec Alba Rosie, Dub the Dance Hall.
De retour à Histoire de passer le temps pour une seconde chronique où David va nous parler des premiers tramways montréalais qui étaient tirés par des chevaux. C'est bien ça? Et c'était tiré par des chevaux, oui, histoire de cheval, voilà. New York, 1831, John Stevenson a un plan, hein, et là, il voit grand. Il part sa propre entreprise sur Broadway et son objectif est fort simple, construire des omnibus tirés par des chevaux. Amélie vous dira que c'était un mauvais plan. On a eu un gros débat là-dessus. C'est ça pareil. Malheureusement, son plan est un échec. Le bâtiment qu'il a loué passe au feu. Et voilà, il perd pratiquement tout. Par contre, notre ami Johnny ne se laisse pas abattre pour autant. Il déménage sur Elizabeth Street et cette fois avec le soutien de John Mason, qui n'est pas celui qui a fait les pots maçons, puissant banquier new-yorkais. Il réussit à construire le premier bus sur rail tiré par des chevaux. Donc, le premier tramway, autrement dit. Oui, le premier tramway, c'est ça, exactement, oui, hein, qui va du centre de New York jusqu'à Harlem. C'est un véritable succès. En 1833, John réussit même à faire breveter son invention. Inspiré par le modèle anglais du train de passagers, là, le classique. Mm-hmm. Tout ce qu'il va faire, en fait, c'est prendre le corps et faire descendre le tout sur les roues. Donc, plus besoin de quai pour embarquer. On peut sauter directement à partir de la rue. Et voilà. Aha. C'est ce qui... Le tramway est né de cette invention-ci. C'était un grand moment pour dans l'histoire des transports. Sauf pour les chevaux, parce que je tiens à dire que les chevaux de tramway vivaient en moyenne 4 à 5 ans parce qu'ils étaient surexploités. C'est ma chronique éditoriale. C'est ma chronique éditoriale. Ils étaient payés en deçà du salaire minimum. Exactement. Voilà. Il n'a pas eu facile, les chevaux. Pas assez d'avoine pour tout ce travail. Il n'y avait pas de sucre. Exactement. Non plus. Ils n'ont pas eu la chance de faire une révolution bolchevique. Bon, bref. Non, ça fonctionne quand même. Parce que le modèle est exporté dans toutes les grandes villes américaines et dans les grandes capitales européennes. Copenhague, Genève, Budapest, Bruxelles, Berlin et Vienne. Québec? Plus tard. Mais oui, il sera à Québec également présent. Voilà. En 2019. On salue les gens de Québec. Tout à fait. Comme on dirait, hein, le petit tramway a fait beaucoup de chemin. Il a marqué ici, mais toute évidence... T'as été upstagé par la blague d'Antoine. C'est clair. J'ai rêvé. Ok, ça suffit, là. Ok, en 1853, une ligue d'essai est présentée à Paris lors de l'exposition universelle, mais il faudra attendre 1871 pour voir les premiers tramways hippomobiles circuler dans la ville lumière. Ce qui est quand même très tard, hein. Là, on va revenir à notre sujet principal ici. Montréal. C'est en effet pratiquement 10 ans avant Paris que l'ingénieur Alexandre Easton construit le premier réseau de transport montréalais. Au Canada, c'est le second, 1 an après celui de Toronto. Notre bon ami Alexandre signe le contrat de construction avec la Montreal City Passenger Railway Company, qu'on appellera aujourd'hui MCPR, parce que c'est plus simple. L'ingénieur s'engage à construire pour le 18 septembre 1861 9,65 km précisément, de voies et à fournir 6 voitures à traction animale. Les lignes sont réparties en 4 zones et la tarification varie selon la distance à parcourir. Le premier tramway est mis en service le 27 novembre 1861 dans un grand jour de fête. J'imagine. L'année suivante, la firme Plunkett Brady est chargée de doubler la portée du réseau et on va donc créer les lignes de Wellington vers Wellington, sur Wellington vers Pointe-Saint-Charles, pardon. La première ligne, c'était sur C'était sur Saint-Laurent. Saint-Laurent et oui, c'est ça. Saint-Laurent, Notre-Dame et Craig, si je me souviens bien. Il y avait 3 lignes comme ça. Voilà. Et la ligne sur Wellington permet déjà, en 1862, en fait, d'atteindre les zones industrielles à proximité du canal de la Chine. Donc, on est très tôt dans l'histoire de Montréal. Une nouvelle voie est aussi ajoutée sur Saint-Laurent, entre Sainte-Catherine et la barrière de péage du village de la Côte-Saint-Louis, qui est aujourd'hui l'avenue Mont-Royal. Ah. Approximativement. Est-ce que je me trompe? Non, c'est bien ça. Non, c'est bon. Ah, je me suis dit, là, va me reprendre si je fais une erreur. Finalement, une voie est ajoutée sur Sainte-Catherine, entre 2 tronçons. On peut pas passer entre Saint-Laurent et Bleury parce qu'à l'époque, il y a un ravin qui coupe la ville en 2. Il sera remblayé plus tard. Donc, oui, il y a la maison du développement durable aujourd'hui, ou bien le poste de police du SPVM. Là, c'était un ravin. Ah ben. Voilà, on pourrait faire des blagues, mais on les fera pas. Comment les Montréalais perçoivent-ils ce nouveau moyen de transport? Plutôt bien dans l'ensemble. Par contre, comme c'est réservé à une certaine classe sociale, on peut se douter qu'il y a des mécontents. Les conducteurs de calèches et les cochers sont évidemment les premiers insatisfaits. Pourquoi? À l'image des chauffeurs de taxi d'aujourd'hui, en guerre contre Uber, ils se rendent compte, évidemment, que le tramway commence à leur piquer leur clientèle.
Et 8 jours après l'ouverture du circuit, le charretier Thomas McGowan pitch une roche dans la fenêtre d'un véhicule. Ah ben. Elle casse. Comble de malheur pour lui, Alexandre Easton lui-même se trouve à l'intérieur du tramway. Il descend rapidement et commence à courir après McGowan pour procéder à une arrestation citoyenne. Alexandre embarque le coupable dans le tramway et va littéralement le lancer sur le parquet du poste de police sans aucune interruption de service. C'était efficace? Wow! C'était efficace. C'est C'était incroyable. servi d'un gourdin. C'était pas comme aujourd'hui. C'est ça. Dans ce secteur, oui, les résidents de Griffintown sont également réfractaires à l'implantation de cette nouvelle technologie. Dans ce secteur de la ville, les routes sont en mauvais état, les chevaux avancent difficilement dans la boîte et la saleté s'accumule rapidement sur les rails, ce qui rend les déplacements plus chaotiques et difficiles. Aussi, majoritairement des ouvriers, le coût du transport de base est de 5 sous et ça ne leur permet pas, en fait, d'utiliser le tramway de façon régulière. Et de toute façon, ils n'ont pas à fréquenter le centre-ville. Ils se rendent très rarement sur la rue Saint-Jacques, où l'appel des richesses canadiennes fait vibrer la ville, mais pas Donc, c'est pour la bourgeoisie, cette chose-là? Hein? Exactement, oui. Mais ça Surtout. coûtait moins cher que les carrioles ou pas? Sais-tu? Je pense que ça coûtait le même prix que les carrioles. En fait, je ne sais pas du tout. Mais c'est juste qu'en fait, les ouvriers marchaient pour aller au travail. C'est ça. Ils n'ont pas d'argent habitaient dépensé proche. sur le transport. Ça dans le change fond. rien pour eux, en fait. Non, du tout. Puis en 61, le coût est de 5 sous. Et en 1920, avec le tramway électrique, le coût du billet est également de 5 sous. OK, fait que c'est vraiment... Donc, le prix restait 5 sous tout le long des 50 ans d'existence, en fait. Puis là, en 1920, le billet est rendu accessible parce que les ouvriers font Ouais, plus c'est d'argent. ça. OK. Voilà. Donc, Très c'est- démocratique. Tout à Ouais, fait. mais comme sur le tort. Exactement. Les citoyens réclament même avec une pétition l'élimination des voies et leur remplacement par un service d'autobus plus accessible et pratique pour eux. La ville met de la pression sur la compagnie de tramway qui se voit obligée d'arracher les rails. Ils seront de retour à Griffintown en 1886, les rails. En fait. OK. Donc, ça va être 20 ans sans service de transport sur rail. Ce sera des carrioles pour faire plaisir à Amélie. Ben, qu'un. À partir de 1864, le nord de la côte Sherbrooke devient le lieu d'implantation d'habitations plus luxueuses. Hein. Beau temps, mauvais temps. Les résidents de la bourgeoisie peuvent utiliser le tramway pour aller faire leurs emplettes sur la rue Saint-Paul ou Notre-Dame. C'était pratique, tellement pratique que pendant que tu fais tes courses, le chauffeur de tramway t'attend dehors. Ah, ouais. C'est Pour vrai? Oui, c'est pas vrai. Ah. Si la durée de l'arrêt est franchement exagérée, évidemment, il va partir. Mais pendant ce temps-là, le conducteur va en profiter pour faire reposer ses chevaux. Surexploité. Oui, exactement. Ou piquer une jasette avec les passagers pendant que les chevaux mangent un peu de grains. Voilà. Ben, c'était relax. C'est vrai. tranquille, hein? Je me questionne de plus en plus sur le concept du tramway hippomobile. Rendu là, c'est quoi la différence entre ça Il faut juste pas puis marcher. une c'est ça, carriole? le principe. C'est ça la question. On les, se gens la pose. les gens étaient moins stressés à l'époque aussi, hein, de toutes les Ouais, places, là. c'est vrai. La seule place où ce service à la bonne franquette était inaccessible était en pleine côte. Il aurait été trop difficile de reprendre la montée après un arrêt. Quand même, on tenait un peu à garder les chevaux en santé, là, quelques années. Juste On- un peu, au moins. 4-5. En 1865, la compagnie trouve dérangeante cette pratique et décide de l'interdire. Hein. C'est pas pratique pour la régularité et offrir un service adéquat à tout le monde. Dorénavant, les arrêts se feront uniquement en tête de ligne, comme le repos des chevaux. Parlant de côte, Montréal a une particularité géographique importante. Hein. La côte qui mène à l'ascension du premier plateau au nord de Sherbrooke, elle est abrupte. Tous ceux qui ont déjà monté la côte de Berry en Bixi peuvent en témoigner. Surtout en Bixi. C'est ça. Ça fait du mollet À au côté carré. du Bixi. Pendant les mois d'hiver, c'est Franchement. plus dur. Tout à fait. Mais c'est des vélos très lourds, les Bixi. Ouais, c'est vrai. On les salue, les gens des Bixi. Oui, c'est ça. Pendant les mois d'hiver, c'est très difficile pour les chevaux de monter la côte. La compagnie de transport doit donc faire preuve d'ingéniosité pour assurer la régularité du service. Elle va placer en bas un attelage, en fait, des Hillmen qui ont un second attelage. Lorsque le tramway arrive, ils vont atteler le second attelage au premier. Donc, il va y avoir 4 chevaux. On va monter jusqu'en haut de la côte. Après ça, on va enlever les chevaux. Les Hillmen vont redescendre avec les chevaux jusqu'en bas et ils vont attendre le prochain véhicule. Wow. C'est quand même efficace, c'est hein? vraiment... Oui, tout à fait. Les constructions ralentissent aussi pendant plusieurs années. Là, il faut attendre l'arrivée de la Upper St. Lawrence Railway pour voir de nouvelles lignes apparaître. Comme son nom l'indique, l'entreprise ouvre une courte voie sur Saint-Laurent entre Mont-Royal et Laurier. La Montréal, le City Passenger Railway, là, n'apprécie pas du tout de voir un nouveau joueur comme ça arriver sur le marché et va acheter le tronçon en 1869. On va mettre la St. Compétition Lawrence dehors. Entre Railway. Mont-Royal puis Laurier. Ouais, c'est vraiment... Faut vraiment être... Je sais
sais pas, ça va-tu Les gens étaient marcher? vraiment paresseux à l'époque. dans le fond. Oui, tout à fait. Les bourgeois étaient très paresseux. Ouais, c'est ça. Ouais, nuance. Le progrès, c'était de ne pas marcher. Ah, c'est ça, c'est peut-être tellement révolutionnaire que... C'était pas une question de temps L'embonpoint ici. et le progrès. Non, tout à fait. Mais ensuite de ça, la compagnie va planifier le reste du développement là, vers le nord de l'île. En 1872, les travaux reprennent. Des voies sont construites à Saint-Henri, Westmount, jusqu'à l'avenue Green. Par contre, la même année, le service était interrompu avec l'éclosion de l'épidémie d'influenza. Montréal serait d'ailleurs le foyer de propagation et la maladie se répand rapidement sur la côte est américaine. À New York, les 18 000 chevaux de la compagnie de transport sont trop malades pour effectuer le service quotidien. Donc, c'est une 18 000 18 000, toutes les malades en même chevaux temps. sont C'est tous malades. pauvre Ouais. petit, en Il plus y en a d'être du cheval, surexploité. là-bas. Moi, excusez, Exactement. je suis vraiment avec les chevaux. dans Mais cette histoire. les dirigeants de solutions, hein, on parle des chevaux, mais ici, les dirigeants de solutions très intéressantes, justement, pour combler l'absence des chevaux, ils vont utiliser des itinérants, des chômeurs et des immigrants J'en reviens pas. Ça n'a pas de incroyable. sens. pour tirer les véhicules. Il est payé-tu? Je ne pense pas. Ben, sûrement. Je ne sais pas. Un petit peu. Qu'Excel. Ouais. Des grains. Un taux de change. Il est payé pour retourner Poignée chez de eux, ils peuvent change. prendre le Voilà. tramway. Un C'est petit ça, café. barouette. là. Pas question pour les messieurs à chapeau ou les madames en robe de rester chez eux, hein, surtout quand il y a le main-d'œuvre bon marché qui, de toute façon, ne travaille pas. Ça serait bête de s'en priver. En 1874, 2 ans plus tard, on aménage la voie sur Saint-Denis. Là, on revient à Montréal ici. Ouais. Ça, c'est New York. On va laisser New York à New York. Non, c'est ça. Le circuit devient, à partir de ce moment, la colonne vertébrale, le circuit sur Saint-Denis, la colonne vertébrale du transport en commun. Ce sera en effet la principale ligne du réseau de tramway électrique et c'est dans cet axe que sera construit le métro de Montréal pratiquement 100 ans plus tard. Alors qu'on commence tout juste à construire le réseau tramway Paris, les années 1870 marquent aussi le début d'une nouvelle ère pour la compagnie de transport montréalaise. Chacun des véhicules est identifié par une couleur différente et affecté en permanence à un seul circuit. Le vert pour Craig et Saint-Denis, le bleu pour Sainte-Catherine-Saint-Laurent, le rouge pour Notre-Dame. En 1877, la Québec, Montréal, Ottawa and Occidental Railway construit un nouveau dépôt au coin Saint-Laurent et l'avenue Van Horn, ce qui sera la gare du Mile End. Et là, l'entreprise de tramway va pousser sa ligne jusque-là. Et voilà, le développement résidentiel du nord de l'île explose à partir de cette date-ci. En 86, 10 ans plus tard, 1886, Pointe-Saint-Charles et Verdun sont reliés au réseau de transport municipal. Et la même année, la ville va lancer un appel d'offres pour réaliser un ambitieux programme d'éclairage des principales artères de l'époque. C'est la Royal Electric Company qui va sauter sur l'occasion et arracher le contrat de 24 747 $ pour construire tout ça. Le soir du 17 juillet 1886, 133 ampoules Thomson Houston de 1500 bougies chacune illuminent les rues de la ville. Et bon, évidemment, là, illuminer, c'est un bien grand mot, là, parce que c'était pas très clair. On commençait. En même temps, le réseau de transport électrique se déploie et le 21 septembre 1892, le Rocket, le premier train électrique, est mis en service. Bon, c'est un peu triste aussi parce que l'année précédente, la compagnie tramway a réussi à établir un record de service en respectant un intervalle d'1 minute entre chaque passage sur la rue Saint-Laurent. Une performance qu'on ne verra plus jamais. Mais non. Ben voyons Ça donc, va c'est pas. incroyable! On se demande comment c'était possible quand, au départ, ils attendaient les gens quand ils magasinaient. C'est incroyable. Mon Dieu, la C'était comme un STM tapis roulant prenait de note. chevaux qui passait tout le temps sur Saint-Laurent. Ben, c'est ça. Mais il n'y avait pas de trafic comme aujourd'hui, par exemple. C'est peut-être ça, Ça la doit clé expliquer du un petit mystère. truc quand même. Là. Ouais. Ouais, mais Je pense qu'on a dans le trouvé une métro. solution pour tous les chevaux qui vont être délocalisés des services de carriole. Ouais. Après ça, ben, en tout cas, peut-être qu'ils vont survivre un peu plus longtemps. Je vais me calmer. On a Avec créé mes chevaux. des beaux abattoirs dans le nord de l'île pour Oh. régler le problème des chevaux après. Oh non! Oh là là! Bon, ben, sur cette note tellement réjouissante. T'es proche des Champagnos d'ailleurs. Ah, ça va être un lien avec justement la chronique d'Amélie, mais merci beaucoup, David, pour nous avoir fait voyager dans le 19e siècle avec les chevaux et ces inventions assez cocasses que sont les tramways hippomobiles. Oui. Donc, on se laisse pour une courte pause musicale, histoire de se reposer un peu les méninges. Haha! Ok, excusez. Et on écoute quoi, Gabriel? On va aller avec Hologramme Fakite.
Alors, bienvenue pour cette dernière chronique d'Histoire de passer le temps où on a la chance d'accueillir Amélie qui nous parle d'un complexe qui se trouve vraiment à côté de chez moi, mais sur lequel je connais pas grand-chose. Alors, j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus. J'ai nommé les Shops Angus. Oui. Alors, tout d'abord, oui, c'est sur Rachel, en fait, au coin de juste après la traque. Vous savez juste de Provigo. Pour ceux qui habitent pas Montréal. Ouais, c'est à l'est du plateau. Okay. À l'est du plateau Mont-Royal, au nord de Hochelaga. La rue de la Traque. Dans le fond, je vais commencer par une petite mise en contexte globale. En fait, on est dans le dernier tiers du 19e siècle. Montréal, à ce moment-là, est la plus grande ville canadienne. Les bateaux marchands utilisent le canal de la Chine, inauguré en 1825 pour rejoindre le port de Montréal. Et à partir de là, ils doivent s'arrêter, le fleuve étant pas assez profond pour poursuivre. Donc, ils s'arrêtent au port de Montréal, déchargent les bateaux dans les silos et la marchandise va poursuivre sa route avec des trains principalement. Donc, c'est vraiment l'âge d'or du transport ferroviaire, c'est la force créatrice du Canada et le chemin transcanadien vient d'être complété en 1885 par la Compagnie du Canadien Pacifique, le CP, qui est vraiment au cœur de cette histoire. Donc, le Canadien Pacifique avait depuis quelques années plusieurs petits ateliers de construction, dont un dans Hochelaga, mais vraiment rapidement, la demande dépasse la production et on a besoin d'avoir une plus grande usine. Donc, ils vont acquérir un lot au bas de la rue de Lormier, juste à côté de la prison Pied du Courant, et ils vont construire les New Shops qui vont ouvrir en 1883. C'est un assez petit complexe. Il y a 5-6 bâtiments. Il y a un bâtiment qui sont des forges. Il va y avoir des fabrications de moteurs. Mais en fait, dès 1890, on se rend compte que c'est pas assez. Ça fait 5-6 ans que c'est ouvert et ce n'est pas assez c'est déjà. C'est plus trop new. Non, c'est plus les new shops ne subviennent plus à la demande. Bravo, donc finalement, c'est ça. Donc les propriétaires vont avoir un très grand projet en se disant c'est pas vrai qu'on va reconstruire quelque chose que dans 5 ans ça va être passé date. Ils vont vraiment ils voient très grand. Donc sur une dizaine d'années, ils vont acquérir des lots pour se constituer un immense terrain au nord de Hochelaga, dans le fond au site actuel au site passé des Shops Angus. Et finalement, sur 10 ans, le terrain qu'ils vont acquérir va de la rue environ Frontenac à la rue Bourbonnière et c'est entre Rachel et Saint-Joseph. Donc, en termes de stations de métro, c'est à peu près 3-4 stations de métro de long par 1-2 de haut. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Quand on va, c'est vraiment stupide, mais juste en allant faire mon marché au Provigo, je vois à quel point c'était énorme. Donc, ce Provigo-là est particulièrement gros. Il est très, très gros. C'est une portion seulement du terrain original qu'il y avait. Et donc, tranquillement, ils vont construire un grand complexe à ce moment-là. À partir de 1902, ils vont construire les premiers bâtiments et les premières locomotives, les premiers engins ferroviaires, en fait, vont en sortir en 1904. Dès le début, le complexe va s'appeler Angus en l'honneur d'un des fondateurs du Canadien Pacifique qui s'appelait Richard Bladworth Angus, un Écossais qui a été lié à la Banque de Montréal et à plein d'autres projets financiers importants de l'époque. Là, à cette époque-là, tout le monde se connaissait, tout le monde était des amis. Et donc, finalement, ouais, c'est ça. Et finalement, il a aussi fondé le CPR. Il l'a présidé pendant plusieurs années. Et au moment de l'ouverture des ateliers Angus, il est plus actif au sein du Canadien Pacifique, donc c'est pas trop gênant de le nommer en son honneur. Rapidement, les employés vont se multiplier, évidemment, mais ça va être surtout des employés, des ouvriers dits qualifiés. Donc, il va y avoir beaucoup de mécaniciens, des forgerons, des machinistes. Donc, c'est des employés qui sont payés plus cher et qui sont plus importants. En fait, on peut pas les remplacer n'importe comment. Et ces gens-là décident ils veulent généralement vouloir se loger à proximité de leur lieu d'emploi, donc ils vont s'installer à côté. Il n'y a pas grand-chose à ce moment-là, au moment de l'ouverture. Tout juste à côté, il y a le village de Lormier. Ah ben, ça me rappelle quelque chose. Ben oui! Et donc, ils vont s'installer dans le village de Lormier. Les promoteurs immobiliers vont faire de la publicité dans les journaux pour vendre des lots, vendre des maisons, en ciblant les gens des Shops Angus, en leur disant vous travaillez là, venez vous établir à Delormier, ou venez vous établir à Delormier, vous allez trouver de l'emploi. Donc c'était vraiment un lien qui était valorisant entre les deux.
Et comme je disais, c'est des ouvriers qualifiés, donc c'est un peu une classe moyenne qui va venir s'établir. Ça change la composition sociale d'une municipalité. Ces gens-là vont aussi participer à la fondation du village de Rosemont, qui lui va être au nord des Chopingus, alors que de l'Armée c'est à l'ouest des Chopingus. Et ils vont véritablement créer aussi le village de Rosemont. Ils vont beaucoup se construire des petites maisons eux-mêmes, vont faire beaucoup de l'autoconstruction avec des matériaux qu'ils trouvent ou qui vont par exemple subtiliser aux ateliers Angus. C'est vrai qu'il y a des gens, surtout mettons les petites shoebox qui sont les tout petites maisons, des fois les gens font des rénovations, défont les murs, puis en ouvrant les murs, ils se rendent compte que la charpente de la maison est faite avec des beams de bois traités utilisés pour faire les rails de chemin de fer ou la poutre au milieu du salon qui tient le toit. Ah, c'est un rail de chemin de fer. C'est incroyable, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a ça dans les maisons parce que c'était des ouvriers des Chopingus qui ont construit la maison. Au fil des ans, le complexe industriel va se constituer et va devenir véritablement un petit village dans la ville. À terme, il va y avoir plus de 75 bâtiments sur le site. Il va y avoir, bien sûr, les bâtiments industriels comme des fonderies, des fabrications de wagons, de moteurs, pour fabriquer les véhicules, mais il va y avoir aussi une panoplie d'autres bâtiments, comme par exemple, il va y avoir une caserne. Ils étaient obsédés par le feu parce que donc il y avait une force de pompiers toujours sur les lieux. Mais il va y avoir aussi un bureau de poste, une banque, un hôpital, un terrain de sport avec une équipe de soccer et un club athlétique. Il va y avoir une bibliothèque, 2 cafétérias, une salle de classe pour former les apprentis, un centre communautaire avec une piscine. Il y a vraiment de tout. En fait, ils vont aussi avoir un département de radiologie à l'hôpital pour les blessés. Donc, ça va vraiment, c'est vraiment incroyable. Il y a quasiment plus de choses à cette époque qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Là, il y a une épicerie, en fait. Et voilà. Les dirigeants voulaient vraiment le bien-être pour leurs employés. Ben, c'est que ça. C'est il y a un haut taux de rétention, en fait. Ils gardent les employés longtemps. Souvent, ça va être des employés des mêmes familles. C'est comme ça qu'ils réussissent à embaucher, à faire des liens avec les gens. Donc, c'était rarement une seule personne d'une seule famille, c'était plein de gens, et c'est aussi que c'était dans un nouveau quartier, un nouveau village. Il y avait très peu de choses à ce moment-là, donc c'était un peu une façon d'attirer les gens, et tous ces gens-là étaient liés, les gens du CPR étaient liés avec les promoteurs immobiliers, donc tout s'entrecoupe. Puis il y a beaucoup d'écoles secondaires aussi dans Rosemont, primaires également, anglophones, qui ont été ouvertes pour justement servir les contremaîtres puis les dirigeants d'Angus qui étaient surtout des anglophones. Il y avait beaucoup d'employés anglophones aussi. OK. Ouais. Et donc, tous ces bâtiments-là, quand finalement le complexe a été fermé, il y en a resté des morceaux. Par exemple, on parlait de l'épicerie tantôt, mais l'épicerie Provigo, c'est le bâtiment principal. Quand on est dans l'épicerie, si mes souvenirs sont bons, au plafond, on voit encore les rails qui servaient à mettre, à transporter les locomotives. En fait, sur ces rails-là, on pouvait tirer des locomotives au complet. Puis pour la petite anecdote, c'est marqué dessus caution 10 tonnes, attention. Puis là, tu passes en dessous, puis t'es comme ouf, je suis pas sûre que j'ai envie que ça me tombe sur la tête. Fin de la parenthèse. Tu veux pas. Non, une locomotive, tu veux pas. Et donc, ça fait mal. Donc, c'est ça. Finalement, ils vont commencer à partir de 1904, ils vont construire des locomotives, beaucoup. Mais finalement, ça va pas ils vont pas faire ça pendant toute la période. Donc, entre 1904 et 1914, ils vont faire environ 400 locomotives. Il va y avoir une interlude pendant la guerre. Ils vont reprendre la production un peu après. Mais à partir de 1921, c'est uniquement de la construction de wagons et de l'entretien de locomotives. Donc, ça n'était pas la production marquante pour toute la période. Donc, je disais les guerres, l'interlude des guerres, évidemment, comme toutes les usines qui vont dans le monde, en fait, pendant les guerres, il va y avoir une modification de la production pour s'adapter. Et dans les usines Angus, pendant la Première Guerre mondiale, la majorité des ouvriers vont être appelés à aller à la guerre parce qu'en plus, c'est des ouvriers qualifiés. Donc, on veut ça, des mécaniciens, des machinistes pendant la guerre. Donc, on les envoyait en Europe et pour que la production continue, on embauchait des femmes beaucoup et qui faisaient évidemment des balles de l'artillerie et tout ça. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, on profite réellement des installations et de la spécialisation que les ouvriers ont acquis et on les fait fabriquer des tanks. De 41 à 43 environ, ils vont en faire 1400 et les employés, pour fabriquer ces tanks-là, ils vont monter l'embauche et il va y avoir plus de 12 000 personnes qui travaillent sur le site des Chopingus pendant la guerre. 12 000.
C'est un peu c'est plutôt le double de ce qu'il y avait normalement. Normalement, ça oscillait autour de 6 000, 7 000 employés. Là, on était à 12 000 pendant la guerre. Est-ce que tu sais c'est qui? Parce que non, vas-y. Est-ce que tu sais c'est quel genre de personnes qui travaillent là? Ben là, c'était plus des ouvriers non qualifiés parce qu'en fait, ils faisaient juste de l'assemblage de pièces. Ils faisaient venir les pièces des États-Unis, par exemple, et eux, fallait qu'ils assemblent les 45 000 pièces qui formaient un tank. Mais tu sais, c'est comme un très gros modèle Ikea, là. Ça a été super difficile. Au début, il y a des témoignages qui disent qu'il y a pas de, souvent le monde, ils ont des tournevis, ils sont comme, je sais pas comment on fait ça, moi, un tank. Il y avait pas la clé Ikea. Non, c'est ça, le plan. Je prends quelle image, le A, mais la pièce A dans la pièce B, ça fonctionne pas. Fait que ça a été vraiment difficile au début. Fait que j'en ai déduit un peu que ça devait pas être des gens qui étaient habitués de faire ça. Mais finalement, ils ont comme pris le rythme, ils se sont mis à la tâche, puis ils en ont produit 1400. Donc, tu sais, quand tu étais au front, tu voulais pas recevoir le premier tank fabriqué. Ouais, c'est ça. Mais Amélie, moi, je me demandais, en fait, tu disais, sont, mettons, 12 000 personnes qui travaillent là. Est-ce qu'ils sont toutes mis à habiter dans le quartier? Je pense que pendant la guerre, c'était plus c'était temporaire. Là. Okay. Vu qu'ils ont tous changé ce qu'ils faisaient dans l'usine, ils ont dû être logés. Mais à ce moment-là, le réseau de tramway était super étendu, puis il était accessible plus facilement. Surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment très abordable. Fait que les gens pouvaient habiter un peu n'importe où. Puis, tu sais, c'est pas loin de Sherbrooke. Le tramway sur Sherbrooke, par exemple, devait pouvoir puis même dès l'ouverture, le complexe est très bien desservi par le réseau de tramway dans l'Est. OK, quand même, OK. Dès l'ouverture, parce qu'il y a des milliers de personnes déjà. C'était-tu des hippos mobiles au départ? Non, c'était déjà électrique. Bon, tu suis pas. J'ai pas suivi. Et donc, à la fin de la guerre, les activités régulières vont reprendre. On va continuer à fabriquer des wagons et tout ça, mais ça sera pour quelques dizaines d'années à peine parce que bientôt, le chemin de fer va décliner en importance. Ça sera plus le transport par excellence. C'est un peu arrivé par surprise. Tous les acteurs du monde ferroviaire pensaient que ça allait durer pour toujours, que jamais l'automobile allait dépasser le train, mais désolé, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et donc, en fait, dans les années 60, il y a la voie maritime du Saint-Laurent qui a été ouverte en 59, qui fait en sorte que les bateaux ne s'arrêtent plus à Montréal. Donc, on n'a plus besoin d'enlever les grains pour les amener en train. Les bateaux font juste continuer jusqu'à Toronto, par exemple, qui déclasse Montréal comme capitale, comme métropole canadienne à cette époque-là. Aussi, il va y avoir l'âge d'or de l'automobile va commencer, multiplication des autoroutes, les usines, les centres de distribution. En fait, on consomme différemment les choses. Donc, on a besoin du centre de distribution, par exemple. Il va y avoir les banlieues qui vont se déployer. Les usines vont vouloir des grands espaces. Il y en a plus en ville, donc il va aller en banlieue. Mais là, les trains ne se rendent pas sur les lieux des usines. Donc, ça chamboule vraiment tout ça. Et donc, le train perd vraiment en importance pendant ce temps-là. Et spécifiquement pour Angus, à ce moment-là, il va y avoir un changement des locomotives. Ils vont faire maintenant des locomotives au diesel. Et ça demande vraiment moins d'entretien. Alors que les automobiles, les locomotives au charbon étaient entretenues régulièrement dans leur vie de locomotive. Au Shop Angus, les locomotives diesel n'ont pas besoin d'autant d'entretien. Et les Shop Angus n'en fabriquent pas des locomotives au diesel. Donc, vraiment, ils perdent vraiment en importance. Et en fait, à peine 60 ans après son ouverture, on se rend compte que ça n'a pas de sens que ce soit aussi gros. Et donc, par exemple, en termes d'employés, en 1848, tout de suite après la guerre, il y avait 6200 employés. Et en 1961, il y en avait à peine 3500. Okay. Et ça va juste drop, là. Continuer à descendre. En 70, ils veulent se débarrasser de la moitié est du complexe. Donc, à partir de Saint-Michel jusqu'à Bourbonnière, ils enlèvent tout. Il y a eu des projets d'en faire un centre commercial comme les Galeries d'Anjou ou un village olympique. Finalement, ça a été une société de développement local qui a pris ça pour faire des rues puis des logements. Puis c'est un peu ce qu'ils ont fait finalement avec la deuxième moitié quand ça a fermé officiellement en 1992. À ce moment-là, il y avait moins de 1000 employés, c'était peut-être entre 600 et 900 selon les sources, et qui ont perdu leur emploi. Ils vont démolir les bâtiments restants, sauf la caserne qui est le restaurant La Baraque maintenant avec la tour, puis quelques murs du bâtiment principal qui est devenu l'épicerie qu'on peut voir. Puis sinon, l'arrondissement va se mobiliser vraiment pour garder des emplois, pour garder la vocation industrielle dans le quartier, parce que c'est quand même là depuis plus de 100 ans, il y a des bâtiments industriels. Donc, c'est quand même étonnant que
survécu de 61 où tu disais qu'il y avait déjà un déclin jusqu'à 92. Ouais, C'est quand même, il faisait juste de l'entretien à partir de ce moment-là. Il y a sûrement une grosse question de patrimoine aussi, de conserver justement la charpente. C'est très joli. C'est un très bel exemple de réussite aussi, de récupération d'une friche industrielle qui aurait pu être complètement désaffectée, puis abandonnée, puis on a transformé ça en quelque chose de très vivant aussi. Puis en fait, maintenant, c'est devenu, ils en ont fait le Technopole Angus pour multiplier des projets puis tout ça pour que ça puisse continuer à avoir la vocation d'industriel, entrepreneurial. Ouais. Voilà. Eh ben, c'est la triste fin des Shops Angus. Ben pas si triste, c'est quand même une belle. Puis juste pour l'anecdote que tu nous avais dit, la tour du restaurant à la baraque, elle servait à quoi? C'est une tour à boyaux. En fait, ce n'est pas une cheminée, c'était la caserne et donc c'est au sommet de la tour, ils mettaient une petite barre dans le fond et ils accrochaient les boyaux des pompiers dans la tour. Mais en fait, toutes les vieilles casernes ont ça. Si vous vous promenez à Montréal, la caserne devant le parc La Fontaine, elle a ça. La caserne sur Mont-Royal, au coin de Delormier, elle a ça. Mais le toit, l'extension est tombée, mais au début, il y avait une petite tour aussi. Toutes les vieilles casernes ont des tours. En tout cas, j'apprends des choses tout le temps. C'est fascinant sur Montréal. Donc, comme d'habitude, on aurait pu sûrement en parler encore longtemps, mais malheureusement, c'est pas mal tout le temps qu'on a. Donc, je dis merci encore à tous nos collaborateurs, Amélie, David et Edith, aussi à Gabriel, à la régie, qui a très bien fait ça pour sa première fois. C'était bien une fois. Antoine Cassandre, qui était là avec nous. Donc, merci aussi à vous qui nous écoutez. On vous rappelle que l'émission est diffusée en direct tous les vendredis à 16h sur le site de choc.ca ou si vous voulez nous voir la binette et vous pouvez nous suivre sur le live directement sur Facebook. D'ailleurs, on vous invite à aimer notre page pour être tenu au courant du contenu de l'émission puis de d'autres nouvelles, de voir des petites photos de temps en temps. C'est bien le fun. Ben, si vous manquez un épisode, pas de panique, vous pouvez toujours nous écouter en balado via iTunes, Google Play, le site de Choc, Name It. Donc, c'était Magali. On est partout. Partout, tout le temps. On va trouver un moyen de s'immiscer dans vos vies. On va devenir un véritable technopole. Voilà. Donc, c'était Magali Lagumalté à l'animation d'Histoire de passer le temps qui vous dit à bientôt et bonne fin de semaine.